Ouverture ce matin du bureau de l'UNESCO à Abidjan en présence du Premier ministre et de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, qui a été reçue hier à son arrivée par le président de la République. Les transporteurs remercient le gouvernement pour son engagement à assainir leur secteur. Ils appellent les syndicalistes à la patience. Et puis au Mali, la liste des membres du gouvernement d'Oumar Tatamli, connue depuis le 8 septembre dernier, le gouvernement met en place le calendrier de réconciliation. Et bienvenue à tous dans votre édition ce matin. Le chef de l'État a rencontré le corps préfectoral avant son départ pour Abuja, au Nigeria, pour une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État ivoirien sera distingué ce vendredi. Le président ivoirien sera élevé au grade de docteur honoris causa par l'Académie de Kaduna. Mais hier jeudi, le chef de l'État a eu plusieurs audiences. La synthèse de toutes ces audiences avec Viviane Aimé. Le groupe Taurien opère dans le domaine des mines, spécialement dans l'extraction du manganèse. Sa filiale en Côte d'Ivoire est en train d'installer une usine d'enrichissement du manganèse à Bandoukou et a ouvert plusieurs sites de prospection, notamment à Odiéné et Toumaudi. La direction du groupe, comprenant son président, Sachin Bajla, qui est aussi le président de sa filiale en Côte d'Ivoire, et l'administrateur général du groupe, Ansou Bajla, a traduit au président de la République, Alassane Ouattara, sa volonté d'accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. Si grâce à la CEDEAO et au leadership de son président en exercice, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le Mali a retrouvé la paix et la confiance internationale, la Guinée-Bissau, elle aussi, grâce à la CEDEAO, s'apprête à renouer avec la normalité. Nous sommes dans la dernière étape, a déclaré à la presse le Premier ministre bissau-guinéen Rui Duarte Barros à la tête d'une importante délégation comprenant le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Guinée-Bissau, le représentant spécial du président de l'Union africaine et le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO. La rencontre avec le chef de l'État ivoirien, président en exercice de la CEDEAO, a porté sur l'organisation des élections générales en Guinée-Bissau prévues le 24 novembre prochain. Nous sommes dans la dernière étape. La dernière étape, c'est les élections. Donc, maintenant, nous sommes avec quelques difficultés de financement pour faire les élections générales à la date prévue 24 novembre. Donc, c'est cette tour que nous sommes en train de faire pour faire le compte rendu au chef d'État de la sous-région, donc pour avancer très vite possible. Le président a aussi échangé hier avec la directrice générale de l'UNESCO, arrivée pour lancer officiellement aujourd'hui les activités du bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État lui a exprimé sa reconnaissance pour toutes ses actions en faveur de la Côte d'Ivoire et pour l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Viviane Aimé, une fois encore sollicitée. L'UNESCO, qui a toujours apporté un important soutien au secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire, se dote désormais d'un bureau permanent en Côte d'Ivoire, dont l'inauguration aura lieu ce vendredi 13 septembre. La création de ce bureau permanent ici à Abidjan est un avantage supplémentaire accordé à la Côte d'Ivoire qui pourra bénéficier d'un soutien accru de l'UNESCO pour améliorer son système éducatif. C'est de encore une fois rendre hommage à tous vos efforts pour la paix, pour la stabilité, pour la croissance, pour le développement durable de votre pays. Notre nouveau bureau ici de l'UNESCO qui va soutenir vos efforts dans le domaine de l'éducation, de la formation des enseignants, dans la scolarisation des enfants, l'alphabétisation, la science, la recherche et bien évidemment la culture. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, est arrivée ce jeudi après-midi à Abidjan pour la cérémonie d'ouverture ce vendredi. Reçu au palais présidentiel, le président de la République, Alassane Ouattara, lui a exprimé la reconnaissance de tout le peuple ivoirien. Je voudrais, madame, vous dire à quel point nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Et nous savons que vous venez ouvrir le bureau de l'UNESCO ici et
C'est une grande marque de confiance et de témoignage de la normalisation de la situation et aussi toutes les activités que vous avez décidé de mener pour les Ivoiriens, pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Vous êtes donc la bienvenue et je suis heureux de vous accueillir. Et le bureau de l'UNESCO à Abidjan a été ouvert ce matin. C'était en présence du Premier ministre, du ministre de l'Éducation nationale et de la directrice générale de l'UNESCO. En attendant le compte-rendu de notre reporter Hervé Blé dans nos prochaines éditions, sachez que hier, le chef du gouvernement a offert un dîner à Irina Bokova, Léon Brou. La Côte d'Ivoire engagée dans une longue coopération avec l'UNESCO. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan le dit à travers ce tableau en bronze remis à Irina Bokoba, directeur général de l'institution. Le chef du gouvernement exprime également sa gratitude à son hôte pour les actions de cette dernière en faveur du repositionnement de notre pays, inscription de la ville de Gambassam au patrimoine, octroi d'un programme post-conflit et d'une représentation nationale de l'UNESCO. Ces quelques actions majeures nous confortent donc dans l'idée de la dynamique nouvelle de coopération entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire, sous l'égide du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Tous ces actes soulignent également la parfaite convergence de vues entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire. Il nous faut nous souvenir que le président Félix Houphouët-Boigny, pour consacrer cette convergence, a bâti et remis à l'UNESCO la fondation qui porte son illustre nom, à Yamoussoukro, notre capitale politique. Il en est de même pour le prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix dans le monde. Le directeur général de l'UNESCO explique à son tour les atouts de la Côte d'Ivoire pour une coopération multiforme et durable avec son institution. Il s'agit pour Irina Bokoba, qui a remis au Premier ministre le dernier album de l'UNESCO sur les objets d'art, d'atouts en matière d'éducation et de culture. Le prix Confucius à l'association ivoirienne Savoir pour mieux vivre, qui s'engage en faveur de l'alphabétisation. Nous avons assisté également au lancement de la nouvelle chanson de Al-Salfa, notre ambassadeur de bonne volonté, du groupe Magic System dédié à l'éducation en Afrique et dont les droits d'auteur vont financer des projets pour l'éducation. C'est magnifique. Cette chanson a d'ailleurs été enregistrée à Abidjan avec un collectif d'une dizaine d'artistes d'Afrique de l'Ouest, ce qui témoigne de la vitalité de votre ville comme carrefour culturel. Ces échanges de présents se déroulent autour d'un dîner à l'honneur du directeur général de l'UNESCO. Irina Bokoba est à Abidjan pour l'inauguration ce vendredi de la représentation nationale de son institution, siège qu'elle a promis lors de sa première visite en Côte d'Ivoire en 2012. Et le bureau de l'UNESCO à Abidjan a été ouvert ce matin. On change de sujet pour parler des enjeux de la 3e Assemblée générale ordinaire des médiateurs de l'UEMOA. Les médiateurs se sont engagés à jouer un rôle de premier plan dans la résolution des crises dans la sous-région. Le point avec Herman Niamien. Ngolo Coulibaly est le nouveau président de l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Il a été élu au thème de la 3e Assemblée générale ordinaire des médiateurs de l'UEMOA. Absent à ses assises d'Abidjan, le secrétaire général de la médiature ivoirienne, Panan Coulibaly, a traduit en son nom sa gratitude à ses pairs pour le choix porté sur sa personne. Il a promis assurer ses fonctions avec responsabilité et abnégation. Quant au sortant, le professeur Albert Tevaugré, il a été distingué par l'État de Côte d'Ivoire pour sa contribution à la résolution de la crise ivoirienne. Le médiateur de la République du Bénin a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national. Le chemin de la facilité est terminé. Il faut prendre le chemin qui permet d'arriver à la théophanie. Ce chemin-là est parfois rocailleux, mais il est plus sûr. Par le travail, nous pouvons arriver à devenir une Afrique prospère dans un monde prospère. Le professeur Albert Tevaugré, qui prend sa retraite à la fin du mois de septembre, a été également fait médiateur émérite par ses homologues. Pour une contribution efficace au règlement des conflits dans la sous-région, les médiateurs de l'UEMOA se sont engagés à travailler à faire ajouter à leur mandat le règlement des conflits inter-États. Ils réfléchissent également à faire adopter les meilleures méthodes de prévention des conflits afin d'assurer la stabilité de l'Afrique de l'Ouest.
Les mesures d'assainissement du milieu du transport urbain prises par le gouvernement au centre des échanges entre les propriétaires et conducteurs de taxi-compteurs et la presse, c'était à Niamey. Les acteurs du transport ont dit leur satisfaction quant à la mise en œuvre de ces mesures et appelé leurs camarades à la patience. Les détails avec Léon Bro. La traque au taxi banalisé non en règle en cours dans le district d'Abidjan, saluée par les propriétaires et conducteurs de taxi-compteurs. Pour eux, cette opération marque le début de l'application des mesures du gouvernement pour assainir le milieu du transport, mesure dont la prise a permis la levée en août dernier du mot d'ordre de grève des transporteurs. Il remercie donc le chef de l'État et son gouvernement, en particulier les ministres en charge du transport, de la sécurité, de la défense et de l'économie. Pour leur implication à différents degrés dans les recherches de solutions à nos problèmes. Nous remercions et soutenons particulièrement les actions du ministre Gaussou Touré pour trouver une solution définitive. Enfin, nous demandons à tous nos camarades de tout faire pour combler le vide laissé par les taxis banalisés. L'association des propriétaires et conducteurs de taxi-compteurs remercie également l'intersyndicale pour son engagement dans la quête de solutions aux problèmes du secteur du transport. Elle invite toutefois l'ensemble des acteurs à la retenue pour soutenir les actions du gouvernement, actions dont l'aboutissement devrait permettre de satisfaire à la fois usagers et professionnels du transport. Dans 3 jours, la rentrée scolaire, les préparatifs de cette rentrée vont bon train. Le ministère de l'Éducation nationale a nommé de nouveaux directeurs régionaux et départementaux. Les passations de charges ont eu lieu récemment à travers tout le pays. Le point avec Justine Sey-Djiké. La rentrée scolaire 2013-2014 se prépare activement tant au niveau des parents d'élèves qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les directions régionales à travers le pays font peau neuve avec de nouveaux responsables. Aboundi Ali Konezoumana cède sa place à Bieza Gervais, anciennement directeur régional à Sassandra. Moustapha Koulibaly est le nouveau directeur régional de Korogo et Kofi Komena Yacinthe, directeur départemental de Saint-Fra. Tout est passé en revue pour le respect de la date de la rentrée scolaire fixée au lundi 16 septembre 2013, notamment l'installation des directeurs régionaux et départementaux dans leur fauteuil de direction, la signature des documents de gestion administrative, matérielle et financière, la vérification des registres de courrier départ et arrivée, ainsi que la remise des clés des bureaux et véhicules de fonction suivis de la visite des locaux des directions régionales et départementales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Tout est fin prêt pour une bonne rentrée scolaire 2013-2014. Et puis justement pour cette rentrée scolaire 2013-2014, enseignants, personnel administratif du système éducatif ivoirien et associations de parents d'élèves ont été invités à apporter leur contribution pour améliorer les résultats des examens et concours de fin d'année. Francis Boifou. Dans le préscolaire, primaire et le secondaire, les cours débuteront effectivement le 16 septembre prochain et les enseignants sont invités à respecter le volume horaire. 930 heures au total, 330 pour le premier trimestre qui part du 16 septembre au 6 décembre 2013, 300 heures pour le deuxième trimestre qui commence le 9 décembre 2013 pour s'achever le 7 mars 2014 et 300 heures de cours pour le dernier trimestre. Autre recommandation majeure de la ministre de tutelle, Kandia Kamara. La montée du drapeau les lundis et de sa descente les vendredis dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. La stricte interdiction du recrutement parallèle. L'interdiction de la vente de fascicules imposée aux élèves en remplacement des manuels scolaires officiels. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Nyamia Kona, lui, est revenu sur les revendications financières des syndicats des enseignants du primaire et du secondaire. J'ai le privilège de vous annoncer que les promesses que le gouvernement vous a faites concernant les 25% restants sont déjà prises en compte dans le budget 2014. Nous allons mettre en place des tests qui récompensent les meilleurs professeurs, les meilleurs instituteurs, c'est-à-dire ceux
que les meilleurs résultats aux examens. À cette réunion solennelle de rentrée scolaire était présente la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne-Désirée Ouloto plaide pour la protection des élèves. Pour l'année 2012-2013, 2500 cas de grossesse ont été dénombrés dans nos établissements scolaires. De très nombreux autres défis à relever, notamment le phénomène de la violence sexuelle à l'école. Et quelquefois, hélas, de la part d'enseignants sur des élèves. De l'alcoolisme en milieu scolaire. Il a été proposé la mise en place d'un comité de sensibilisation et d'éveil pour la lutte contre les violences faites aux enfants à l'école. Les lauréats du concours du droit international humanitaire sont connus. L'équipe gagnante est celle de la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny. L'équipe a rendez-vous le 31 octobre 2013 à Tunis pour le concours régional. Le point avec Christine Ménin et Fatou Fofana. Cependant, nous nous en tenons qu'aux faits, nous nous en tenons qu'aux règles conventionnelles, nous nous en tenons qu'aux décisions juridictionnelles. Et les faits sont clairs. Au regard des faits, le mouvement de libération ivoirien avait à sa tête le capitaine courageux. Cette audience est fictive, ainsi que les jeunes avocats présents. Nous sommes à la finale du concours de plaidoirie en droit international humanitaire. L'équipe lauréate est celle de la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le meilleur plaideur, Jean-François Kouassi, y est aussi étudiant. Pour le concours régional, déjà remporté en 2009 par la Côte d'Ivoire, une équipe recomposée avec les meilleurs a été désignée. Ils se rendront à Tunis le 31 octobre prochain. Cette édition est la 5e de ce concours, organisé tous les 2 ans par le Comité international de la Croix-Rouge depuis l'année 2005. Bilan des 4 dernières éditions, des étudiants spécialisés en droit international humanitaire, disséminés dans des institutions comme le CICR ou la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Donc ce concours, également en ce qui concerne les étudiants, crée une certaine émulation qui va permettre de susciter des intérêts, des vocations dans les spécialisations qui sont celles de ce concours. Il y a eu de beaux plaideurs et je suis convaincu que demain la Côte d'Ivoire aura de grands représentants devant les grandes juridictions internationales quand il s'agira de défendre les droits de l'homme et les grandes questions humanitaires. Le Centre de recherche et d'action pour la paix, CIRAP, partenaire du concours, l'a accueilli dans ses locaux du 9 au 12 septembre 2013. Les ressortissants ghanéens vivant à Sassandra ont reçu leur ambassadeur qui les a exhortés à contribuer à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Reportage Iné Valère, AIP Sassandra, commentaire Thérèse Tapeyoboué. Estimé à près de 4000 âmes, les ressortissants ghanéens vivant dans le département de Sassandra constituent la communauté ghanéenne la plus forte et la plus active des villes du littoral ivoirien à part Abidjan. Ce sont les principaux acteurs de la pêche qui constituent un des piliers de l'économie de la région. En cette période de réconciliation en Côte d'Ivoire, son Excellence colonel Ekaté Donko, ambassadeur de la République du Ghana, a effectué le week-end dernier une visite à Sassandra pour échanger avec ses compatriotes. L'ambassadeur a exhorté les Ghanéens de Sassandra à cultiver la cohésion au sein de leur communauté, à respecter les lois de la République de Côte d'Ivoire et à contribuer plus activement à la reconstruction de ce pays qui les accueille depuis près d'un siècle. Se félicitant du retour de l'entente et de la paix au sein de la communauté, le colonel Ekaté Donko, ambassadeur de la République du Ghana, a officiellement installé Nana Nkrumah, nouveau chef des Ghanéens de Sassandra. Âgé de 56 ans et natif de Sassandra, Nana Nkrumah est pêcheur de profession. Il a témoigné à la délégation de l'ambassadeur de l'hospitalité et de l'attention particulière dont bénéficient ses compatriotes de la part des Ivoiriens à Sassandra. Honorés de la visite de leur ambassadeur et heureux d'avoir un nouveau chef, les Ghanéens ont offert du spectacle aux habitants de Sassandra. Et hors de nos frontières, au Mali, la liste des membres du gouvernement d'Oumar Tatamli, connue depuis le 8 septembre dernier, le gouvernement a décidé de mettre en place le calendrier de réconciliation des images pour en témoigner.
Des 34 ministres nommés dimanche, c'est celui dont on attend le plus. Cheikh Omar Diarra occupe le portefeuille de la réconciliation nationale dans le nouveau gouvernement malien. C'est donc lui, le diplomate réputé proche du président Keïta, qui devra mettre en œuvre la politique d'union nationale, entendue à Bamako comme synonyme d'intégrité territoriale, d'intangibilité des frontières et de laïcité. Il faut rétablir la confiance entre toutes les composantes de la nation malienne. Cela nécessitera beaucoup de patience. L'autre aspect, c'est le développement des régions du Nord. Conférence des cadres du Nord, États généraux de la décentralisation, puis Assises nationales du Nord. Le ministre de la Réconciliation nationale a annoncé des rendez-vous politiques devant précéder tout accord avec les groupes rebelles, des enquêtes et des inculpations aussi, l'impunité étant ennemie de la paix, selon Cheikh Omar Diarra. Il y a des crimes odieux qui ont été commis dans les 3 régions du Nord. Il y a eu des amputations, il y a eu des flagellations, il y a eu des viols, il y a eu des destructions de monuments, symboles de notre civilisation. Il faut que ces choses-là n'adviennent plus sur le territoire du Mali. Il faut la vérité, il n'y a pas d'impunité, il n'y aura pas d'impunité. Mais cela commence mal. Plusieurs médias rapportent un accrochage entre l'armée gouvernementale et les rebelles du MNLA mercredi à la frontière mauritanienne, le premier incident depuis l'accord de Ouagadougou de juin dernier. Et comme tous les vendredis, nous recevons les sportifs sur notre plateau. Aujourd'hui, nous sommes avec Cathy Touré. Bonjour Cathy. Bonjour Delphine. La Côte d'Ivoire a eu une médaille d'or hier à Nice avec Suzanne Krabwe. C'est la bonne nouvelle en tout cas qui est tombée hier pour Suzanne Krabwe et pour la Côte d'Ivoire. Et Delphine, sachez qu'en ce moment, la francophonie 2013 à Nice s'accorde au féminin. Pour le moment en tout cas, toutes les médailles sont remportées par des dames, ce qui est déjà bien. Suzanne Krabwe a donc fait une performance de 55,58 mètres et elle remporte la première médaille d'or de la Côte d'Ivoire qui permet à la Côte d'Ivoire de se classer 11e sur les 26 médaillés pour l'instant, en tout cas, avec seulement 2 médailles. La Côte d'Ivoire est donc 11e grâce à cette médaille d'or. Et la deuxième médaille est celle de Dabone Zouleya en judo dans la catégorie des moins de 52 kg. Voilà, et elle est de bronze. Et peut-être qu'on aura les images ce soir. Bien sûr. Les Ivoiriennes font fort dans ces Jeux après la France. L'équipe nationale a battu le Canada en demi-finale. Un autre espoir à 2 médailles d'or, pourquoi pas, avec l'équipe des basketteuses qui a battu en quart de finale la France 68-63 et ensuite le Canada 54-53 en demi-finale. Les Ivoiriennes sont qualifiées pour la finale, mais pour l'instant, revoyons les images des quarts de finale et des demi-finales avec Anne-Marie Nguessan, notre envoyée spéciale à Nice. Moment de joie intense pour célébrer la force mentale, la détermination et le courage qui leur ont permis d'accéder en finale du tournoi de basketball des 7e Jeux de la francophonie. Cela au terme d'un match énorme, époustouflant et plein de suspense. Les Ivoiriennes, handicapées par la désertion de 3 des leurs, ont su tenir tête et venir à bout d'une équipe québécoise bien organisée défensivement, adroite et rapide, qui est parti à la pause avec 2 points d'avance, 28-26. Mais il en fallait plus pour intimider les Ivoiriennes malgré leur inexpérience pour la plupart. Soutenues par les footballeurs et sous l'impulsion de la capitaine Kani Kouyaté, elles vont rétablir la parité 43-43 et prendre le devant 45-44 au terme du 3e quart-temps. Elles retrouvent momentanément leur adresse et sont présentes au rebond. Résultat, à 2 minutes de la fin du dernier quart-temps, le score est angoissant. 52-51 pour la Côte d'Ivoire. La Québécoise Nado Marie Pascal défie la défense ivoirienne et donne 2 précieux points à son équipe, qui passe devant 53-52 à 38 secondes de la fin. Mais le dernier mot viendra des Ivoiriennes. 54-53, score final pour la Côte d'Ivoire qui se qualifie pour la finale. C'est vrai que ce n'était pas facile au départ. Les
Les filles les Canadiennes sont venues déterminées et aujourd'hui là nous pouvons dire que ça a été un groupe, c'était une détermination, la rage de vaincre qui a fait que nous avons gagné ce match. On voulait vraiment gagner parce qu'on avait eu un appel du ministre qui nous soutenait et comme on a vu qu'il y a le ministre qui tient vraiment à nous, on a joué pour lui, il a dit qu'il sera avec nous à fond et c'est ce qu'on a fait. On a joué pour lui et aussi pour tous ceux qui sont venus nous regarder, aussi nos familles. Donc nous sommes vraiment contentes. J'ai beaucoup prié, ce match-là c'est un miracle, je ne vous dis pas. Hier nuit, j'étais dans ma chambre, c'est que la prière. Donc c'est Dieu qui nous a vraiment aidés pour ce match. Je bénis le nom du Seigneur. Avant cette demi-finale très enlevée, la Côte d'Ivoire avait déjà montré qu'elle avait du caractère en battant la France 68-63 en quart de finale. Menée de 10 points à 7 minutes du terme du 4e quart-temps, Cissé Mamiki, Diaby Kariatou, Berté Salimata et les autres ont su puiser dans leurs réserves pour arracher un succès important. Et la finale, c'est quand, Cathy? La finale, c'est donc pour demain, 15h, entre la Côte d'Ivoire et la Fédération Wallonne de Belgique. Et puis la 3e place se disputera entre le Canada, Québec et le Cameroun. Ça prouve que l'Afrique est très présente à ces Jeux. Cette affaire déplorable d'athlètes figures qui touche malheureusement les nôtres également. Ah, vous l'avez dit, Delphine, c'est vraiment malheureux parce que cette équipe de basket est un peu décimée par la fuite de quelques joueuses. Il s'agit de Kolga Assetou, Kolga Maïmounatou et de Bonini Yvonne. Eh bien, c'est vraiment dommage que la Côte d'Ivoire soit également touchée par cette vague qui a touché aussi plusieurs autres pays africains surtout. Eh bien, Anne-Marie Nguessan s'est penchée un peu sur ce phénomène. Même si on s'y attendait, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe sur la Côte d'Azur. 3 basketteuses de la sélection nationale et non des moindres, Kolga Assetou, la capitaine, sa sœur Kolga Maïmounatou et Bonini Yvonne, ont pris la poudre d'escampette à la veille d'un match important pour la Côte d'Ivoire, le quart de finale face à la France. Un match au cours duquel l'absence de ces 3 piliers va se ressentir durement. Car encore sous le coup de l'émotion, les filles de Gadji Clément vont balbutier, surtout par manque d'expérience, avant de se ressaisir pour s'imposer face à la France 68-63. Bon, il ne faut pas se décourager, c'est arrivé, on ne peut pas revenir en arrière, donc il fallait continuer, il fallait jouer avec celles qui étaient là, il fallait se remotiver et puis voilà, que c'est possible, tout est possible, voilà, elles se sont ressaisies moralement, elles ont compris et puis bon, voilà. Il y a la victoire au bout, mais c'est bien. Pour la nouvelle capitaine, il faut avancer après avoir accusé le coup. Avant d'arriver ici, nous formions un groupe et on s'est dit on venait pour atteindre un objectif. On est venus ensemble, c'est comme si c'était un seul esprit. Et voir qu'elles sont parties, moi-même j'ai pleuré. Et après, c'est le coach qui essayait de me motiver un peu. Sinon, j'étais vraiment à plat parce que ça m'a vraiment affectée. Mais là, c'est passé. Ça va, la vie continue. La preuve, on a gagné sans elle. C'est-à-dire qu'on peut continuer sans elle. Sur la quarantaine d'athlètes et artistes qui se sont évanouis dans la nature à Nice, la Côte d'Ivoire en compte désormais 6. Pourvu que ce chiffre reste inchangé jusqu'au 15 septembre, date de la fin des 7e Jeux de la francophonie qu'abrite la France. Enfin, quand les hommes se signalent, les footballeurs sont qualifiés pour les demi-finales. Il était temps, en tout cas, Delphine, que les hommes se signalent dans ces Jeux de la francophonie du côté de la Côte d'Ivoire. Eh bien, vous l'avez dit, les Ivoiriens sont qualifiés pour les demi-finales. Ils ont battu le Niger en quart de finale, 4-0. On retrouve Anne-Marie Nguessan. Assalé Roger, le sociétaire du CW Sport de San Pedro, aura été le bourreau du Niger lors de cette 2e et dernière sortie en match de poule des Éléphantos. Et pour cause. Il est l'auteur des 4 buts de cette rencontre qui envoie la Côte d'Ivoire en demi-finale du tournoi de football des Jeux de la francophonie à Nice. Après l'ouverture du score sur un penalty à la 17e minute, il parvient à tromper la vigilance du portier nigérien sur un contre mené par Diarassou Badrissa à la 75e minute. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Les attaquants ivoiriens assiègent de nouveau la défense nigérienne et Assalé Roger, bien servi par le capitaine Kouadio Henri Joël, inscrit le 3e but de la Côte d'Ivoire à la 83e minute. Et puis seulement 3 minutes après, bien à l'affût, Roger Assalé profite d'une incompréhension entre le gardien de but nigérien et sa défense pour porter le coup de grâce. 4-0 pour la Côte d'Ivoire qui se retrouve en demi-finale. C'est d'abord un combat physique en début de match, un combat physique et après on joue tactiquement et techniquement par la suite.
Et c'est pour cela que souvent nous mettons des gens qui sont bagarreurs et par la suite on fait ton effectif un peu et puis poser le jeu et jouer notre football. Ouais, le football ivoirien, c'est un football qui est fait de technicité, ajouter à cela l'efficacité. On va travailler ce qui n'a pas marché, surtout avec la concentration et entamer les matchs avec beaucoup de concentration. Les demi-finales se joueront ce vendredi 13 septembre et la Côte d'Ivoire sera face au Maroc. Nous venons de l'entendre, les demi-finales, c'est pour cet après-midi. Cet après-midi à 17h, Côte d'Ivoire, Maroc. Et puis pour terminer avec la page de francophonie, il y a encore un espoir de médaille du côté de l'athlétisme avec Rosvita Oku qui tentera d'avoir sa médaille aux 100 mètres haies pour permettre, Delphine, permettez-moi de donner cette information de football qui va se dérouler ici en Côte d'Ivoire. Le COE Sport de San Pedro sera face au Coton Sport de Garoua demain à partir de 15h au stade Robert Champrou de Marcory dans le cadre de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le COE Sport de San Pedro n'a pas droit à l'erreur pour les 2 derniers matchs. Eh bien, tous les Ivoiriens sont invités au stade Robert Champrou de Marcory. L'entrée est complètement gratuite. Et puis cette information pour terminer, le Cap-Vert qui est donc disqualifié du dernier tour de la qualification pour le Mondial 2014. Disqualifié bien sûr au profit de la Tunisie parce que selon la commission de discipline de la FIFA, le Cap-Vert a aligné un joueur qui n'avait pas le droit de jouer puisque suspendu. Il s'agit de Fernando Valera. Merci de nous avoir suivis. Et merci Cathy d'être venue sur notre plateau. Rappelons pour terminer que le président a rencontré ce matin le corps préfectoral avant son départ pour Abuja où il sera distingué ce vendredi. Le président ivoirien sera élevé au grade de docteur honoris causa par l'Académie de Kaduna. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.